Retrouver l'étrangeté des denrées produites en série par l'industrie des loisirs et des plaisirs artificiels. Exposer les dérives d'une éducation qui mutile la sensibilité des jeunes générations, plongées dans un présent perpétuel. Raviver la poésie des matières et de la chair. Emblème de la consommation frénétique et de la boulimie d'un monde indigeste, le clown de McDonald's apparaît comme une figure séduisante et inquiétante qui rit de ses méfaits et de la religion. Le langage inversé des publicités, les sentiments monnayés, la propagande policée du pouvoir politique, les tatouages des marques d'aliments et de vêtements qui embrigadent les enfants sapent la confiance de l'individu dans la société. Les comédiens commentent les images de Tom et Jerry ou de Margaret Thatcher sur une scène virtuelle, transformée en parloir, en déversoir, en dégueuloir. À mille lieues du théâtre de divertissement, cette critique utilise les sortilèges de l'art du détournement pour provoquer le sursaut et s'évader d'un monde devenu étranger à nous-mêmes. Anorexie politique. Technologie, anorexie. Politique, chanson de variété. Les discours politiques font le même effet que la variété. De mauvaises chansons politiques. Des partis froidement créés en séance de marketing. Brainstorming. Paperboard, Marketing. de vieilles gloires qui traînent leur micro sur scène. Des paroles à écouter d'une oreille distraite. Sur l'autoradio. Les yeux rivés sur la route. Et le cerveau, Dieu seul sait où. Créer du bien-être. Faire bronzer des sados. Un détail curieux. Plus le bien-être est grand, plus les corps sont maigres. Dans les publicités. Dans les écoles. Anorexie. Politique. Technologie, anorexie. On fabrique de toutes petites culottes. On veut populariser la taille triple XS, autrement dit la taille d'une poupée Barbie. Les scientifiques sont convaincus que c'est possible. Et sans devoir faire appel au Givaro, la taille triple XS sera courante chez les gamines de 15 ans à partir de l'an 2015. La date a été fixée parce qu'elle rime. Vénérable science, fille de la politique. Les scientifiques sont les enfants. Et les politiques sont le papa. Des ombres, des vitres, des masques blancs, des capuches blanches. Des terroristes d'élite. Politique et poétique. Accident en laboratoire. Politique de laboratoire. Poétique du laboratoire. Pathétique de la politique. Un accident transforme une expérience en poème. Réduction de budget. Impossible d'avancer dans ces conditions. Des culottes de triple XS pour l'an 2015. Des hot dogs avec plus de goût mais sans le moindre apport calorique. Et de la moutarde et des tomates avec du goût et sans calories. Culotte de taille triple XS pour l'an 2015. Parce que 15 rime avec 15. Clonage de hot dog à la moutarde. On peut fabriquer deux hot dogs identiques jusqu'à la forme de la moutarde qui dégouline dessus. Avec la même texture et la même odeur. Houston, nous avons un problème. La couleur de la moutarde du hot dog clowné ressemble à la couleur du ketchup. Et la forme. La couleur est identique, mais nous avons loupé la couleur. Canaveral, vous m'entendez? N'envoyez pas dans l'espace les hot dogs clonés. Nous avons un problème avec la couleur de la moutarde. Un accident à Cap Canaveral. Encore un incident. Il y a toujours un accident à Cap Canaveral.
Et ils envoient les hot dogs. Une terrible maladie se propage. Elle s'abat sur les pays qui n'avaient rien demandé. Une pluie toxique. Une pluie toxique, déroutante, avec un goût de moutarde et la couleur du ketchup. Les conséquences effroyables des hot dogs envoyés dans l'espace de façon inconsciente par les scientifiques et le personnel de nettoyage de Cap Canaveral sont plus ou moins celles-ci. Plus c'est haut, plus dure sera la chute. Plus c'est haut, plus libres seront tes membres. Plus c'est haut, plus tu as de chances de moins souffrir, de crever dans les airs, que ton cœur claque avant que ton corps ne s'écrase au sol. Plus c'est haut, plus tu as le temps de réfléchir. Plus c'est haut, plus tu as de mètres pour regretter. Plus c'est haut, plus tu fais l'expérience de la vitesse. Plus c'est haut, plus tu as de possibilités d'avoir une autre vision des choses. Plus c'est haut, et on comprend la solitude. Plus c'est haut, moins le cri est bon. Et plus tu es près des nuages, et plus tu te rapproches du rire. Plus c'est haut, plus il y a d'heures de travail, plus tu penses avec la tête des autres. Plus c'est haut, plus ton cadavre est populaire. Être ignoré, passer inaperçu, ne figurer sur aucune liste. Que personne ne se souvienne de ton visage, pas même la caissière du supermarché, ou pire encore, pas même ton coiffeur attitré. Ne pas être dans l'annuaire et à Noël, ne pas recevoir de carte de vœux des Galeries Lafayette ou du Printemps. Que le distributeur de billets n'écrive jamais en lettres vertes ton nom sur l'écran. Qu'il ne te remercie pas de ta visite et qu'il ne s'avise même pas de te souhaiter bon anniversaire. Que ton nom ne soit jamais inscrit sur une liste alphabétique classée là par Dieu sait qui. Qu'il ne figure pas sur un programme de théâtre, car personne ne devrait jamais être soumis à un ordre alphabétique, parce que chaque nom est sacré, absolument inconnu, inconnu de tous et pour toujours, inconnu jusqu'à la mort. Vous occupez la rue en solitude, intouchable, et votre splendeur nous émerveille et nous fait mal. Femmes et hommes, morts pour la vie, vivons en route pour la mort. Je suis à vous. L'insécurité est le sel de la vie. Et ici, tu vas te sentir en sécurité. Fini l'insécurité. Car tu as ton travail. J'ai mon travail, j'ai la sécurité de l'emploi, mais il manque le sel de la vie. Mais tu as ton travail. J'ai mon travail, mais il manque l'insécurité. L'insécurité naît du désir, de l'ambition. J'ai les désirs qui vont avec mon travail, mais j'ai pas d'ambition. J'ai une place à vie, une place assurée, mais il manque le sel de la vie. Quand j'avais 8 ans, mon père s'est fait opérer du cœur. Il a vu un infarctus dans la rue à 10h du matin. J'habitais dans un petit village où il n'y avait pas d'hôpital. Heureusement, des voisins l'ont ramassé et l'ont conduit à l'hôpital le plus proche. Quant à moi, je me suis rendu compte de rien. J'étais à l'école. À la récréation, j'ai joué avec mes copains et je me suis bien amusée. Mais c'était quand même une journée bizarre. Vu que je suis restée manger à la cantine, j'ai trouvé ça étrange parce que ma mère était couturière. Elle travaillait à la maison et elle ne me laissait jamais manger à la cantine. En plus, à la sortie, c'est ma tante qui est venue me chercher.
Ma tante n'habite pas dans le village et jamais elle n'était venue me chercher à l'école. Je suis montée dans la voiture et elle m'a emmenée à Barcelone, dans un McDonald's tout près d'un hôpital. Ça a été fabuleux. J'ai passé 3 heures à manger et à m'éclater comme un fou au McDonald's. Jusqu'à ce que mon grand-père arrive pour annoncer à ma tante que mon père était mort. C'était bizarre. Le jour le plus triste pour toute ma famille et la première fois que j'allais au McDonald's. J'avais des amis au Danemark. Ils m'avaient invité chez eux en février. J'étais en Galice, je n'avais pas beaucoup d'argent et le moins cher pour y aller, c'était de prendre un bus depuis la Galice jusqu'à Irun. J'ai mis 14 heures. À Irun, j'ai attendu un autre autobus et je suis arrivé à Hambourg à minuit, après 28 heures de voyage. Je devais prendre un train à 2 heures du matin pour aller à Copenhague. Alors j'ai cherché un bar près de la gare pour avaler quelque chose. Tout était fermé. Je me suis engagé dans une ruelle et je suis arrivé dans un bar plein d'ivrognes qui ont commencé à m'emmerder, à se moquer de mon sac à dos. Ça m'a fait peur et je suis ressorti dans la rue. Quand soudain, j'ai vu le M de McDonald's au loin. Alors je me suis engouffré dans le McDo. Il y avait un vigile à l'entrée et je me suis dit, ici au moins, je suis en sécurité. Ce jour-là, j'ai réalisé que les McDonald's sont très importants dans ma vie. J'ai toujours dit, rien ne me fait plus chier que ces gens qui ont des cauchemars récurrents. Des gens qui, au moins 3 ou 4 fois par semaine, font le même cauchemar. Ou des gens qui ont peur d'une chose en particulier. Des gens qui font, disons, des fixations. Les gens qui font des fixations m'emmerdent au plus haut point. Ce sont des gens qui veulent attirer l'attention. Par exemple, un mec qui ne mange pas de salade. Tu es en train de manger avec lui, tu lui fais passer le poisson, il se sert, il te dit merci. Tu lui fais passer le vin, il se sert un verre, il boit et tout baigne. Jusqu'à que tu lui fasses passer la salade. Tu lui fais passer la salade et il dit non merci, je ne mange pas de salade. Non, merci, je ne mange pas de salade. Alors, tout le monde se met à se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Et depuis quand? Et depuis quand? C'est à cause de tes parents? C'est à cause de tes parents? C'est parce que ton père était un sale enfoiré qui t'obligeait à manger de la salade. C'est parce que ton père était un sale enfoiré qui t'obligeait à manger de la salade? Et des conneries du même ordre. Et comme les gens, avec ce genre de sujet, c'est-à-dire un sujet qui ne les engage à rien, pas même à penser, sont capables de tenir des heures. Ils en profitent, ces têtes de nœuds. Chaque fois qu'intervient à table un sujet de conversation inutile, la joie s'empare de la table. Tu veux apporter la joie à table? Apporte un sujet de conversation inutile, comme cette foutue salade. Et voilà qu'un dîner se transforme en discussion exaltée sur un mec qui a la phobie des salades. Tu vois ce que je veux dire? On lui demande si ça le fait pareil avec d'autres choses, s'il mange les légumes, oui, jamais cru, s'il a quelque chose contre la salade. S'il met du citron sur le poulet et pas sur la salade. De quoi foutre en l'air une soirée d'été? Par exemple, la lune, la brise, et les bêtises qui fusent dans tous les sens.
Un fils de pute dans le genre du mec se propose de foutre en l'air une soirée d'été juste pour attirer l'attention. Ce sont des gens qui s'asseyent à la table dans le seul but d'attirer l'attention, bordel. Comme ils n'ont rien fait d'important dans leur vie, ils s'asseyent à table et ils disent « Non merci, je mange pas de salade. Non, merci, je ne mange pas de salade. » Et si quelqu'un mange pas de salade, il ferme sa gueule, bordel. Il ferme sa gueule et il mange, bordel. Ou bien il mange pas. Il sert, il mange pas, il ferme sa gueule, bordel. Après ça, le mec va se coucher peinard parce que ce soir, au moins 10 personnes ont passé 1 heure à parler de lui et de sa putain de phobie de la salade. Toute ma vie, j'ai soutenu que rien ni personne ne pouvait justifier une fixation. Si t'as été victime d'abus sexuels dans ton enfance, t'as pas à détester le sexe, bordel. Si on t'a frappé à coups de ceinturon pendant toute ton enfance, ne me sors pas que t'as peur des ceintures, bordel. Si on t'a obligé à apprendre le piano, ne viens pas me raconter que tu détestes la musique, bordel. Si tu t'es fait mordre par un chien, me dis pas que c'est pour ça que t'aimes pas les chiens. Ça c'était ma théorie jusqu'à ce que je me rende compte que moi aussi je fais une maudite fixation et que je peux pas continuer, putain. Tu me vois et tu te dis, ce mec a l'esprit sain, bordel. Comment tu veux qu'il fasse une fixation? Fixation est un putain de caprice, c'est une sorte de faiblesse d'esprit et faiblesse mentale. Et je me regarde dans la glace tous les matins. J'ai pas l'air mal, bordel. Je suis pas un faible d'esprit. Je suis pas un faible d'esprit. Pourtant, je vois Judas partout. Je sors de chez moi et je me dis, aujourd'hui est un nouveau jour. Tu vas voir que tu vas te faire entuber par au moins 30 personnes. Je sors de chez moi avec les boules, bordel. On peut pas sortir dans la rue comme ça, bordel. Je croise un voisin et je me dis, il va m'entuber. Je monte dans un taxi et je me dis, je suis tombée sur le taxi qui va m'entuber. Je fais mes courses et je me dis, il y a 3 caissières, tu vas voir que je vais tomber sur celle qui va m'entuber. Je vais à la plage et je me dis, putain de maître nageur, ce putain de maître nageur est capable de sauver un chien en train de se noyer. Mais moi, si jamais il m'arrive quelque chose, ce maître nageur va m'entuber. Si j'ai un rencard avec une fille, je sais parfaitement qu'elle va m'entuber. Alors, pour prendre aucun rencard avec une nana, je vais aux putes. Et je sais parfaitement que je vais tomber sur la connasse qui va m'entuber. Si je laisse ma voiture au garage, sur quel mécanicien je vais tomber? Sur lequel d'entre tous? Sur celui qui a l'intention de m'entuber. J'imagine tout le monde en train de me demander, serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? Quand j'étais gosse, il y avait des tas de dessins animés. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais tous les gosses à mon époque étaient surtout dingues d'un chat qui courait après une souris. 10 ans plus tard, j'ai appris qu'il s'appelait Tom et Jerry. Les gosses ne touchaient pas à leur goûter. Ils ne touchaient pas à leur tartine, à la confiture, au beurre. Ils restaient la bouche grande ouverte en regardant Tom et Jerry. Il fallait les voir, mes camarades de classe. Sur la table, il y avait de tout. Tartines, confiture, chocolat au lait, et eux, rien à foutre, rivés à la télé devant Tom et Jerry. Et devant les fous du volant, Satanas et Diabolo, Pénélope Jolicoeur. Quand j'étais gosse, moi aussi j'aimais bien regarder la télé. Mais quand mon père me chopait devant la télé, il me flanquait une rousse sur la tête et il disait « Éteins la télé, mets-toi au boulot, putain de gosse. Tu as passé l'âge de regarder les dessins animés. » Pendant que les autres gosses regardaient les dessins animés, moi je bossais à la boucherie avec mon père. De toute façon, je me suis arrangée pour regarder quand même des dessins animés et la télé en général. Je le faisais pour pouvoir discuter avec les autres, à l'école.
Mais jamais on n'arrivait à parler de la télé, parce que moi, je regardais autre chose. À 11 ans, j'étais complètement accro à Charlie Lecoq et à Raffaella Cara. Mes amis regardaient Tom et Jerry avec la bouche grande ouverte, et moi, je regardais Raffaella avec la braguette grande ouverte. Les gosses ne regardaient pas Raffaella Cara. Ils regardaient Pipo Pescador, un PD qui présentait une émission pour les enfants sur la 2. Il portait une casquette et s'était fait opérer les lèvres. Pour vous donner une idée, la fameuse chanson « Ce matin, un lapin a tué un chasseur », tout le monde croit que c'est Jean-Jacques Debout qui l'a composée pour Chantal Goya, parce qu'ils l'ont enregistrée à plusieurs reprises. Mais en fait, l'original est de Pipo Pescador, qui se tapait des gosses et qui les faisait chanter. Pipo leur disait « Allez les enfants, chantez !» Ils prenaient des notes, l'enfoiré. Et Jean-Jacques Debout, pareil. Ils disent qu'ils s'amusent avec des gosses et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les enculent. Et après, ils leur piquent leurs chansons. Ensuite, disque de platine. En fait, la chanson « Ce matin, un lapin a tué un chasseur » a probablement été composée par un gamin qui s'est fait sodomiser par Pipo Pescador et pas par Pipo Pescador. En fin d'après-midi, je m'arrangeais pour voir Raffaella. Et le matin, je m'arrangeais pour voir Charlie Lecoq. Charlie Lecoq était un dessin animé basé sur la colère pour la colère. Il prônait la fureur. Un dessin animé absolument biblique. Charlie Lecoq, un esprit imbibé de Sigmund Freud au lieu de Sigmund Freud. Je ferais mieux de dire cet enfoiré de fils de pute de Sigmund Freud. Pour moi, Charlie Lecoq a toujours représenté la furie. Ce qui se rapproche le plus de certains passages des Saintes Écritures, c'est quand même curieux. Ce qui s'approche le plus des Saintes Écritures est un produit de Warner Brother. La Bible, brother. Charlie se levait chaque matin, il s'étirait, il bâillait, il prenait une batte de baseball. Il faisait quelques mètres en chantant « Lira, lira, loup ». Jusqu'à la niche d'un chien qui dormait, il lui attrapait la queue, il le soulevait dans les airs et le flanquait comme il est naturel dans n'importe quel dessin animé. 500 000 coups de trick en 2 secondes et il le laissait en miettes par terre. Il repartait en chantant « Lira, lira, loup ». Je me souviens encore du mouvement de la batte de baseball de Charlie Lecoq comme une matraque de policier. Et il chantait ou il sifflait ça, je m'en souviens pas, « Lira, lira, loup ». Charlie Lecoq était blanc, mais pour moi, il était noir. Reluisant, comme un policier en uniforme dressé pour tuer. Résumons. Tom déteste Jerry parce qu'ils sont un chat et une souris. Satanas déteste Pénélope Jolicoeur parce qu'il veut gagner la course des fous au volant. Le coyote déteste Bip Bip parce qu'il n'arrive jamais à l'attraper et à le bouffer dans ce putain de désert. Et voilà que Charlie Lecoq tabasse le chien d'à côté sans le moindre motif. Tout simplement, il se lève le matin, il prend l'ennemi, il lui colle l'étiquette d'ennemi juste parce qu'il en a envie. C'est-à-dire qu'il prend n'importe qui pour ennemi. Il le soulève et il lui flanque une dérouillée. Putain! Il lui flanque une dérouillée! Le chien, il en fait de la bouillie. Et moi, j'aime ça. Et il y a des gens qui cognent sur une femme ou sur un gosse pour des raisons valables. Soit on vient au monde pour distribuer des raclés, comme Margaret Thatcher, pour donner un nom comme ça au hasard. Soit on vient au monde pour recevoir des raclés, bordel. Et souvent, on méprise ceux qui reçoivent les raclés. On dit qu'ils sont faibles. Non, monsieur. Sans eux, on n'aurait pas écrit l'histoire de l'humanité. Ils sont balèzes, ces gens qui viennent au monde pour recevoir des raclés. Qu'ils apprennent, qu'ils prennent exemple sur le chien de Charlie Lecoq et qu'ils apprennent, putain, à soigner leurs blessures et à oublier. Tandis que le dessin animé oublie et se prépare pour le prochain épisode, comme si de rien n'était, le torturé sort chaque matin de sa cellule un peu plus abîmée, physiquement et psychologiquement.
Un gars de 35 ans ou une femme enceinte ne peut pas supporter 10 séances de GGN sans que son corps et son cerveau ne soient marqués à vie. Et attention à l'expression à vie. Car certaines vies, s'il faut les vivre, après être passé par la dégradation, autant ne pas les vivre. On te laisse les portes ouvertes au suicide, le corps abîmé, en te faisant croire que tu n'es plus un être humain. On te rabaisse plus bas qu'un chien. On t'abandonne juste au bord de la falaise. Et si le torturé sauve sa peau, s'il s'en sort en vie, ce qui l'attend, c'est une vie sous l'emprise à la panique. Un torturé remis en liberté, en proie à la panique. Il a peur même de se brûler les lèvres avec une tasse de thé trop chaude. Les Américains dessinaient les dessins animés et finançaient la torture en Chili, en Argentine et en Afrique. Ils dessinaient des résurrections fictives dans les dessins animés et la mémoire de tes morts à Santiago et à Buenos Aires. Ils exportaient d'un côté de la douleur réelle et de l'autre des techniques d'oubli sous forme de dessins animés. Chaque matin, des millions de gosses devant la télé apprenaient grâce à Charlie Lecoq. Ils apprenaient à supporter et à se la fermer. Mais les années sont passées. Ils n'ont pas pu s'en faire. Ils n'ont pas pu oublier. L'oligarchie sud-américaine envoyait de l'argent pour produire des dessins animés contre l'assurance de garder intacte sa porcelaine anglaise, ses vaches, ses domestiques indigènes, ses chevaux, ses fabriques de bière et ses matériaux de construction. À Buenos Aires, une même famille de ce clan a fabriqué des matériaux de construction et de la bière. C'est-à-dire qu'elle a fabriqué des pierres pour qu'elles soient portées par les maçons de la bière pour qu'ils oublient et qu'ils se tuent. C'est ce que j'appelle garder le contrôle sur le jour et la nuit. Tu veux garder le contrôle sur le jour et la nuit? Il faut juste de l'argent et un système d'éducation corrompu. Je travaille comme clown chez McDonald's. Je donne aux enfants des Happy Meal, avec des vaisseaux spatiaux, des dinosaures et de la nourriture. Si un enfant mange ça, bien sûr qu'il va roter ça. Car le rot est la communication la plus évidente entre l'appareil digestif et le cerveau, dans la mesure où il naît dans les tripes et il sort par la bouche, c'est-à-dire par la tête. Donc, on pense selon ce qu'on mange, ou plutôt selon ce qu'on rote, qui est la synthèse de ce qu'on mange. Je n'ai rien contre le peuple américain. Je ne fais qu'étudier les rapports entre les gaz et la communication des gaz avec le cerveau à travers les rots, et les déformations de la pensée et les déformations de la conduite. J'ai sérieusement songé à empoisonner les Happy Meal des enfants. Avec de la mort au rat. Parce qu'il vaut mieux qu'ils meurent rapidement ce dimanche, plutôt qu'ils passent leur vie à puer de la tête, à puer de la gueule, c'est-à-dire avoir des pensées qui puent, bordel. Si tu as 9 ans et que tu vis à Lisbonne, tu vas au McDonald's le dimanche. Si tu as 9 ans et que tu vis à Cuba, tu vas sucer la bite d'un touriste italien. Si tu as 9 ans et que tu vis à Bruxelles, tu vas au McDonald's le dimanche. Si tu vas en Bolivie, tu vas à la mine pour les Américains. Si tu as 9 ans et que tu vis à Florence, tu vas au McDonald's le dimanche. Si tu vis en Afrique, tu couds des ballons pour Nike. Si tu as 9 ans et que tu vis à New York, tu vas au McDonald's le dimanche. Tu as 9 ans et que tu vis en Thaïlande, tu dois te laisser enculer par un Australien. Après, 2 avions se payent 2 gratte-ciel et les gens s'étonnent. Les Les causes causes- religieuses Ah. sont un mensonge de plus. Vous croyez la propagande politique de la même façon que vous croyez une publicité de Danone. Une nation croit qu'elle peut dévaster Hiroshima impunément. Qu'elle peut ravager économiquement l'Argentine impunément. Qu'elle peut bombarder n'importe quel bout de terre impunément. Et dans sa propagande, elle renverse les rôles. Ils disent qu'ils sont un peuple blessé. Des troupes de soldats. Des troupes de donuts. Des troupes de Big Mac. Les troupes de Lévis. Les troupes de Philips. Des troupes de Hollywood. Quelle bande d'enculés! d'enculés!
Tu te souviens du performance art? Tu te souviens de Fluxus, du happening? Tu te souviens de la torture en Argentine? Tu te souviens d'une raclée de tes parents? Tu te souviens du jour où tu as voulu mourir? Tu te souviens d'une information publiée dans la presse? Sur quoi? Le génome humain? Encore une guerre? Le type qui a la tête enveloppée dans du papier journal, il fait semblant. En fait, il n'a pas de quoi en faire un monde. Il fait croire qu'il s'étouffe. Et il touche son salaire. Tu te souviens d'Hiroshima? Tu te souviens d'Auschwitz? Quel corps te revient en mémoire? À la mémoire historique, il faut ajouter une tonne de propagande. Tu te souviens de Georges Raphaël Videla? De Suarez Masson? Tu te souviens de Grotowski? De Bob Wilson? De Pina Bausch? Tu te souviens d'une gravure de Goya là tout de suite? Ils ont tous touché de l'argent. Réfléchis-y. Ils ont tous été payés. Tous. Moi, je ne crois à rien. Tu te souviens du théâtre? Ça sert à quoi? Et ça sert à quoi, en général, tout ça? À toucher de l'argent. Jusqu'à 25 ans, tu te prends pour un artiste. À 26 ans, tu as besoin d'argent au quotidien. Et à 27 ans, ça y est, c'est l'échec. Tu touches à tout, mais à peu près. Et tu t'assieds en attendant que ça te tombe du ciel. Pendant la projection de ce texte, un comédien récite des dizaines de définitions apprises par cœur dans un dictionnaire d'art moderne. Ce qu'est Fluxus, ce qu'est la figuration, etc. Ça a l'air simple. Mais ce type a appris par cœur tout un dictionnaire d'art. D'accord, le texte est moins long que celui d'un personnage important dans une pièce de Molière. Ça fait quand même un paquet de textes. On s'était mis d'accord pour qu'il l'apprenne, et c'est ce qu'il a fait. Il a même mis plusieurs jours. Quand tu es gosse, bûcher tous les après-midi t'empêche d'aller jouer avec tes copains. Je trouve qu'il n'y a rien de grave à ça. Mais quand tu es grand, passer des heures et des heures à travailler, ça met de la distance dans ton couple. Et l'autre finit même par te mépriser. La journée de travail de 8 heures, sans compter celles que tu passes dans les trajets pour aller au travail et rentrer chez toi, et sans compter les heures où, en dehors du travail, tu ne fais rien d'autre que penser à ton travail, prive n'importe quel être humain normalement constitué d'une grande quantité de sensations et de concepts. L'amitié, par exemple, devient un phénomène lointain dont le point culminant fut l'adolescence. Elle est remplacée par une ribambelle pressée de relations publiques. Et côté amour, c'est plus ou moins pareil. Tu dois trouver des modes d'adaptation qui ne sont rien d'autre qu'un leurre. Et l'autre, en général, il n'est pas prêt à le tolérer. Le caractère et le métabolisme se modifient en fonction des horaires fixés pour les déjeuners et les dîners. Tu ne peux pas non plus te consacrer pleinement à l'éducation, ni à la tienne, ni à celle de tes enfants si tu en as. Confier l'éducation de tes enfants à des inconnus diplômés d'État qui sont de surcroît les exécutants d'un système d'enseignement déficient. Tout ça pour aller au travail, c'est une contradiction. Tu travailles pour que tes enfants aient une mauvaise éducation. Et tu travailles pour qu'au sein de ton couple, les rapports sexuels soient insatisfaisants. Si la journée de travail dépasse, comme par exemple, dans mon cas, les 8 heures par jour, alors c'est différent. Tu t'éloignes à tel point de la vie, le détachement est si grand que tu te retrouves seul sans même t'en rendre compte. Tu n'as plus le genre de problèmes qui viennent d'être mentionnés. Les drogues et l'alcool peuvent distraire pas mal. De fait, tout le monde en prend.
Il est surprenant que l'État fasse autant de bénéfices sur la vente des cigarettes et de l'alcool, alors qu'il traque toutes sortes de drogues dont il ne peut pas contrôler le commerce. C'est cette même structure qui règle la journée de travail. Oui, ce même parti ou coalition qui réglemente l'impôt sur le tabac et sur l'alcool, c'est lui qui détermine la législation du travail et qui traque le business des autres. L'acide, le crack, l'ecstasy, l'héroïne. Face à toute cette merde, on ne sait plus comment occuper un lieu public, comme un théâtre en ce qui me concerne. On ne sait plus s'il vaut mieux continuer à parler de ces choses-là ou bien se la fermer. Ces deux attitudes représentent une angoissante perte de temps et elles aggravent la solitude. Il y a des gens qui ont parcouru des kilomètres pour arriver jusqu'ici ce soir, pour voir cette pièce. Je sais. Et regarde un peu ce qu'ils doivent entendre. McDonald's. Venez comme vous êtes. Pizza Hut, Quick. Un goût de légende. Burger King, Burger King. KFC. Bien, c'est Kiss Good. Flunch, Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Nesquik. On en a une énorme envie. Brie Délice, Une envie, un délice. Plante à faim. Le fin du fin, c'est plante à fin. Nest de Nestlé, Flan aux œufs Alsa. Kellogg's Cornflakes, Aimé par les enfants, approuvé par les mamans. Benko. Banania, Nescafé. Blédina, Côté des mamans. Prince de Lu. Quand l'énergie devient une force. Toblerone, Kinder Bueno. Si bon qu'on en deviendrait méchant. Veltes, Le plaisir avec un grand oui. La pie qui chante. Un goût qui enchante. Yop, C'est mon Yop. Maminova. Les mamies ne lui disent pas merci. les saladières de Sopiquet, Tout le plaisir enfilé. Frites McCain. C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Crab Soup de Liebig, On peut pas s'empêcher de la faire goûter. Ton petit navire. Bon goût du large. Poisson pané Findus, Heureusement, il y a Findus. Tipiac. Pirate. haricots casse-grains, Une autre idée du légume. Géant vert. tomato ketchup Heinz, Une bénédiction pour les mamans et toutes les femmes de la maison. Purée mousseline. Je sais tout ce qu'il y a dedans. cassoulet William Sorin, Tu me donnes faim. Moutarde Savora. mayonnaise Benedicta, Gourmandise, ça se partage. L'huile Le Sieur. tomaculi panzani, Des pâtes, oui, mais des panzani. Juste un bridou. Des copains et du goût. Captain Iglo, Tout le trésor du capitaine. Babybel. Changer de crèmerie. Fleury Michon, L'obsession du bon. Elle est pas Magie. belle, la vie? Magie. Bolino, Crème Mont Blanc. La pureté atteint des sommets. Danone, Être mieux chaque jour. Lasagne Buitoni. Naki Erta, Le goût des choses simples. Couscous Garbit. C'est bon là-bas, dit. quenelle Petit Jean, Rénal et Roquelaure. ravioli panzani, Des pâtes, oui, mais des panzani. Escalope Père Dodu. Il a plein d'idées pour bien manger. Barilla, Knorr. Knorr, j'adore. Uncle Ben's, C'est toujours un succès. Royco Minute Soupe.
La pause, c'est sacré. Riette Bordeaux Chanel. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Boursin. Du pain, du vin, du boursin. Anga. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Fanta. Plus c'est Fanta, moins c'est sérieux. Pepsi Light. Le bon goût du cola. Coca-Cola. Original taste. Orangina. Secouez-moi, sinon la pulpe reste en bas. Tang. Big Mac. 2 tranches de viande de bœuf. Paul Celan, Balzac, Dante, Euripide, Marcel Proust, Rimbaud, Sade, Shakespeare, Alexis de Tocqueville, Dostoïevski, Oscar Wilde, Goethe, James Joyce, Schopenhauer, Platon, Saint Thomas d'Aquin, Héraclite, Samuel Beckett, Thomas Bernard, Kipling, Kierkegaard, Homère, Sigmund Freud, Audin, Francisco de Quevedo, Giulio Cortázar, Pier Paolo Pasolini, Hölderlin, Peter Handke, Kant, Emmanuel Lévinas, Montaigne, Lautréamont, Pascal, Aristote, Miguel de Cervantes, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe, Borges, Baudelaire, Anne Sexton, Hemingway, Scott Fitzgerald, Jonathan Swift, Gogol, Rilke, Gombrowicz, Thomas Mann, Martin Heidegger, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Louis-Ferdinand Céline, Dylan Thomas, T.S. Eliot, Saint Jean de la Croix, Bertolt Brecht,